ces dispositifs sauvent la vie du pilote en cas d'urgence. Les sièges éjectables ont une longue histoire de développement avec de nombreux modèles différents, mais dans la plupart des modèles actuels. Le pilote actionne un mécanisme qui le propulse à grande vitesse hors de l'appareil grâce à une charge explosive ou une fusée. Une fois dehors, le siège déploie un parachute. Mais comment fonctionnent ces dispositifs et comment ces systèmes ont-ils évolué jusqu'à aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. Les sièges éjectables sont activés à l'aide d'anneaux situés à proximité du pilote. Ils peuvent se trouver au-dessus de la tête ou en dessous, entre les jambes. Lorsqu'il est actionné, le système maintient les jambes afin d'éviter que le pilote ne subisse des blessures. Ensuite, des fusées situées dans la partie inférieure propulsent le siège vers le haut. Elles doivent être assez puissantes pour élever le pilote et lui permettre d'atterrir sans l'exposer à des accélérations pouvant le blesser. La hauteur atteinte sera suffisante pour que, même lorsqu'il s'éjecte depuis le sol, le parachute ait le temps de s'ouvrir. C'est un système tellement complexe qu'il peut comporter plusieurs milliers de pièces. Ils sont généralement installés sur des rails avec des roulements à leurs extrémités qui les guident et leur donnent un certain angle de sortie. La séquence de fonctionnement commence lorsque le pilote tire sur l'anneau d'éjection. Nous l'appellerons l'instant 0. Dès cet instant, en 0,3 secondes, un enrouleur à inertie tire sur les sangles, retenant le pilote au siège. En même temps, un petit actionneur situé à l'arrière de la verrière en retire le verrouillage ou l'ouvre directement, expulsant toute la verrière. La verrière peut également être éjectée à l'aide de petites fusées. Après un demi-seconde, le siège arrière, dans le cas des aéronefs biplaces, est éjecté. Pendant 0,2 secondes, on attend pour éviter un impact avec le siège avant. La position des poignées varie selon le modèle. Dans les systèmes plus anciens, elle était placée au niveau de la tête du pilote. Ainsi, en tirant à deux mains, il protège son visage avec ses bras et réduit l'impact de l'air. Il peut alors voler à grande vitesse. Dans cette configuration, les bras sont tendus et serrés contre le corps, ce qui rend plus difficile la perte de leur position pendant l'éjection. Sur d'autres modèles, les poignets se trouvent entre les genoux du pilote, garantissant ainsi que les mains et les bras restent protégés et repliés contre le corps. Le problème avec les deux méthodes décrites jusqu'à présent est que, lors de manœuvres compliquées de l'avion, il peut devenir très difficile de lever les bras à la hauteur de la tête ou d'atteindre les poignées centrales. Cependant, il a été démontré expérimentalement que les bras, lorsqu'ils sont soumis à de fortes forces d'accélération, ont tendance à mieux répondre aux mouvements adducteurs, c'est-à-dire amener les bras sur le côté du corps. C'est pourquoi la dernière génération de sièges intègre la manette d'éjection sur les côtés du siège. La première étape pour s'éjecter consiste à retirer la verrière. Actuellement, on peut trouver 3 configurations. Un cordon pyrotechnique qui produit une pression suffisante pour briser la verrière sans blesser le pilote. Des fusées pour séparer la verrière de l'avion, ce sont les plus rapides pour atteindre cet objectif. Et dans les avions plus lents, on brise souvent la verrière juste avec la force d'éjection du siège. Mais à mesure que la vitesse de l'avion augmente, il est nécessaire d'installer une verrière plus résistante. Par exemple, elle doit résister à l'impact d'un oiseau, ce qui complique sa casse avec le bord du siège. L'accélération du siège dépend des conditions de vol et du type d'avion.
Dans le cas d'éjection au niveau du sol avec l'aéronef à l'arrêt, c'est l'un des cas les plus critiques. Dans ce cas, il faut projeter le siège assez haut pour ouvrir le parachute, soit jusqu'à 25 G. En vol, l'altitude n'est pas un souci. L'essentiel est d'éviter la collision avec la queue à pleine vitesse. Par conséquent, cela dépend de la distance, tant verticale qu'horizontale, entre le pilote et l'empennage de la queue, ainsi que de la vitesse de vol et de la géométrie de l'avion lui-même, c'est-à-dire comment il est positionné. Merci. Dans le bombardier stratégique B1 Lancer, l'accélération doit être d'au moins 15 G, tandis que dans un chasseur F4 Phantom, elle atteint jusqu'à 18 G. Le poids du pilote est également un facteur à prendre en compte, si le siège est calibré pour un pilote moyen. Les plus légers accéléreront davantage, alors que les plus lourds risquent de ne pas éviter la queue de l'avion. La hauteur minimale d'éjection dépend de plusieurs facteurs, comme la vitesse de chute de l'appareil et les angles de descente, de roulis et de tangage de l'appareil. Aujourd'hui, le siège peut s'éjecter même si l'avion vole à l'envers. Par la suite, un système gyroscopique intégré au siège le stabilise et le place en position horizontale. Lorsque le siège se trouve en dessous de 10 000 pieds, un capteur barométrique ouvre le parachute principal. En cas de défaillance du baromètre, le pilote dispose généralement d'un levier latéral qui sert à l'ouverture d'urgence. Certains systèmes utilisent une charge explosive pour accélérer le déploiement du parachute, ce qui permet de gagner du temps, un facteur crucial à basse altitude. Le siège se détache du pilote en ouvrant les attaches des épaules et des genoux ou lors du déploiement du parachute principal. La séparation homme-siège permet d'éviter un parachute plus grand. Le siège peut aussi poser problème lors de l'impact au sol ou entraîner le pilote vers le fond en mer. Parmi ces systèmes, citons ces 3 exemples, les plus utilisés actuellement. Celle de Martin Baker qui offre une large gamme de sièges. Le McDonnell Douglas ACES-EI qui est utilisé dans la plupart des chasseurs américains. Son altitude minimale d'éjection en vol inversé est de 140 pieds, soit 43 mètres au-dessus du sol. Et la Spesta K-36 DM de fabrication russe qui a une altitude minimale d'éjection en vol inversé de 100 pieds, soit environ 30 mètres de hauteur. Actuellement, l'installation de sièges éjectables dans les hélicoptères est à l'étude ou déjà incorporée, le Kamov K-50 étant le premier à les utiliser, puisqu'il dispose d'une charge explosive pour se débarrasser du rotor coaxial. Déjà abordé dans la vidéo du Kamov 50 et 52, nous pouvons revoir le fonctionnement. Avant que la fusée du siège éjectable ne se déploie, les pales du rotor sont expulsées par des charges explosives placées dans le disque du rotor. La verrière est d'abord expulsée, puis le pilote est éjecté et le siège se déploie. Incroyablement, lorsque l'avion a été introduit comme arme de combat, les premiers pilotes de chasse pensaient qu'abandonner l'avion s'il était abattu était un acte de lâcheté. C'est pourquoi ils voyaient les parachutes d'un mauvais œil. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cela change radicalement.
car la perte d'équipage était très indésirable en raison de l'expérience qui était perdue. À cette époque, les avions à hélice atteignaient des vitesses assez élevées, ce qui rendait l'abandon du cockpit difficile en raison de la pression dynamique. C'était une tâche très difficile. C'est pourquoi on a commencé à étudier des méthodes pour sauver la vie de ces personnes. La seconde, avec l'arrivée des avions à réaction et leur vitesse proche de 1000 km/h, ils ont confirmé que sauter n'était pas la solution, car ils risquaient de toucher la queue de l'avion. Le problème était de trouver comment éloigner vite le pilote de l'avion. Au début des années 40, lors des premiers essais des réacteurs allemands, ils ont été équipés de sièges éjectables à air comprimé. Le premier avion de chasse à être équipé en série de ces mécanismes d'évacuation fut l'avion allemand Heinkel J-219. Celui-ci était doté de mécanismes à ressort qui expulsèrent les sièges en cas d'urgence. Le premier chasseur à réaction à posséder ce système fut le prototype Heinkel G2-180 en 1940, et l'un des pilotes d'essai de cet appareil, Helmut Schenk, est devenu la première personne à s'échapper avec ce dispositif en 1942. La Suède, usine Saab, et le Royaume-Uni, Martin Baker, ont aussi étudié ces technologies d'éjection. L'air comprimé puis l'azote ont été les premières solutions de ces entreprises pour propulser les sièges en cas d'urgence, mais pour cela, il était nécessaire que les pilotes s'éjectent dans des limites minimales et maximales de vitesse et d'altitude. Entre 370 et 460 km/h et au moins 300 mètres d'altitude pour que les parachutes s'ouvrent. Le premier avion opérationnel à utiliser ce système fut encore un Heinkel allemand, le G162 Spad, et il existe même des registres de 3 éjections à la fin de la Seconde Guerre mondiale, car cet avion n'a été opérationnel que quelques mois avant la fin de la guerre. Celui-ci présentait un nouveau siège propulsé par une cartouche explosive. Après la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de tels systèmes est devenue urgente, car la vitesse des avions augmentait de plus en plus, et il n'a pas fallu longtemps avant que le mur du son soit franchi. Le premier essai en vol réel du système Martin Baker a eu lieu le 24 juillet 1946 quand Bernard Lynch a été éjecté d'un Gloster Meteor Mark III. Les sièges éjectables. Martin Baker furent installés dans des prototypes et avions de série dès la fin des années 40. Leur première utilisation d'urgence date de 1949 lors des essais de l'aile volante Armstrong-Whitworth. Armstrong-Whitworth, 52. Les premiers beaux modèles utilisaient une charge solide de propulseur pour éjecter le pilote via un tube télescopique relié au siège. À mesure que la vitesse des avions augmentait encore, cette méthode s'est révélée inadéquate pour permettre aux pilotes de s'éloigner suffisamment du fuselage. En augmentant la quantité de propulseurs, on risquait d'endommager la colonne vertébrale de l'occupant, c'est pourquoi des expériences avec la propulsion par fusée ont commencé. En 1958, le Convair F-102 Delta Dagger fut le premier avion équipé d'un siège propulsé par une fusée. Martin Baker a développé un design similaire, utilisant plusieurs unités de fusée alimentant une seule tuyère d'échappement. Le choc avec le courant d'air était un facteur qui causait des blessures au visage chez de nombreux pilotes éjectés. Ainsi, on utilisait d'abord un capuchon en tissu que le pilote déployait en tirant sur les anneaux du siège au-dessus de sa tête. D'autres blessures provenaient d'une mauvaise position des bras et jambes lors de l'impact avec la cabine. Les concepts d'éjection ont été perfectionnés et l'électronique dans les systèmes de vol a permis d'équiper les sièges d'accéléromètre, de gyroscope et de dispositifs automatiques qui maintiennent la tête et les membres du pilote en position sûre lors de l'éjection. Cela conduit à la 3e génération de sièges, appelés sièges à capacité 0,0, car ils fonctionnent à partir d'une vitesse et d'une altitude nulle jusqu'à des vitesses supersoniques et de grandes altitudes.
Un autre système utilisait des capsules d'évacuation présentes sur le B-58 Hassler, le F-111 et le XB-70 Valkyr, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a demandé de nombreuses heures, de nombreux jours de travail. Donc, si vous souhaitez soutenir financièrement cet effort, vous avez PayPal, Patreon et Mercado Pago pour le faire. Patreon est un site de dons mensuels où l'on peut payer par carte de crédit et faire un don minimum aux chaînes YouTube que l'on préfère. Je remercie vivement mes Patreons actuels. Si vous le souhaitez, envoyez-moi un message sur Patreon pour être mentionné dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avance. À la prochaine édition de Monde de l'aviation.